je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et j'espère que vous allez bien, que le confinement se passe bien pour vous. Moi là ça fait une semaine jour pour jour que je ne suis plus sortie de chez moi, mis à part pour aller faire des balades dans le village. Mais sinon ça fait une semaine que je n'ai plus pris la voiture, que j'ai plus été faire de courses, que je n'ai plus vu grand monde en fait. Je suis jamais restée aussi longtemps sans sortir de chez moi pour faire des trucs, donc voilà, c'est une première. Vu que je suis en quarantaine, que je peux plus sortir ni côtoyer des gens jusque demain, mercredi, ben voilà, du coup je n'ai pas été faire des courses. Je suis plus du tout sortie. J'ai la chance d'avoir des voisins et en fait on a un jardin commun, enfin le jardin est divisé en deux, mais la seule chose qui nous sépare c'est une haie de 30 cm de haut qui est à l'état de mort imminente en fait. C'est juste en fait des petits piquets de haies, il n'y a même pas de feuilles ni rien dessus, donc en fait c'est juste ça fait juste une délimitation pour qu'on sache quelle partie est à qui, mais en fait ça sert juste à rien d'autre quoi. Du coup quand je suis dans mon jardin je vois les voisins et du coup ça me permet quand même de garder un lien social et de parler à des adultes, parce que sinon concrètement je suis toute seule avec mes enfants, donc je ne peux parler qu'à un enfant de 7 ans et un autre de 4 ans, voilà. Personnellement je sais pas comment vous vivez ça, le confinement. Après ça fait pas encore super longtemps, donc je pense que c'est à voir à la longue. Moi franchement je le vis super bien, avec mes enfants ça se passe très très bien. On a instauré une routine et ça je pense que c'est quelque chose d'important pour essayer de vivre ça le mieux possible, c'est d'instaurer une routine pour que ça essaie de garder une normalité en fait. Enfin moi je l'ai fait surtout pour les enfants parce que pour eux ça doit être, il doit y avoir une routine, des repères pour ne pas que ça les inquiète trop. Alors franchement mes enfants sont pas du tout angoissés par la situation, mais je le suis pas forcément non plus, et je pense que ça joue beaucoup. C'est que je n'instaure pas du tout un climat d'angoisse à la maison. Tout se passe très très bien, on prend le temps de faire plein de trucs ensemble et en fait c'est pour ça que je crois que je le vis aussi bien. C'est que j'ai l'impression qu'on reprend le temps de vivre. Et ça fait extrêmement du bien. Avant, c'est vrai que quand vous êtes dans le quotidien, j'avais jamais le temps de rien faire parce qu'il y avait tellement de trucs à faire sur tellement peu de temps que du coup, jouer à des jeux de société, ce genre de trucs, je faisais pas avec eux quoi. Parce que déjà, j'aime pas jouer, donc j'avais pas du tout l'envie, et en plus j'avais toujours quelque chose à faire qu'il fallait que ce soit fait quoi. Mais là, étant donné que j'ai du temps à revendre, il n'y a plus rien qui est pressant en fait. Du coup on fait des balades ensemble, on va se balader dans le village. Alors c'est autorisé hein, voilà, on peut se balader quand c'est des gens du même toit, on est autorisé à se balader, pour autant qu'on prenne pas la voiture pour aller à un endroit pour se balader, mais que le départ soit fait de chez soi, on a le droit. Donc moi j'ai des champs autour de chez moi, donc concrètement je croise très peu de monde. Parfois je croise personne, donc franchement c'est pas... il n'y a aucun risque en allant se promener comme ça. Donc on fait des balades ensemble, on prend le temps de regarder la nature, les fleurs, on prend le temps de faire des jeux de société ensemble. Je fais l'école à la maison, mais je gaffe pas ma fille avec ça hein. On fait une heure d'exercice le matin et ça s'arrête là. On a la chance parce qu'il fait beau, donc même s'il fait pas très chaud, on a quand même un grand soleil tous les jours. Et du coup les enfants passent l'après-midi dehors, voilà, jusque 4h30, même plus. Hier il était je pense 6h15 du soir. Ils ont joué dehors jusqu'à 6h15 du soir, donc ça c'est vraiment bien. Je reste dehors avec eux la plupart du temps, alors pas tout le temps, mais je prends souvent un bouquin et je lis, comme ça je suis à côté d'eux. Et eux en fait tout ce qu'ils veulent c'est que leur maman soit près d'eux et pas forcément jouer, mais au moins je suis avec eux. Du coup en fait moi pour le moment en tout cas, une semaine après je le vis très bien et je trouve ça même agréable, voilà, j'ai l'impression que le temps a été mis sur pause en fait, que tout cette espèce de course effrénée qui rythme notre quotidien a été mis sur pause, et franchement ça me fait trop du bien. Je remarque ça aussi sur mon état physique, j'avais une douleur au dos. Ça faisait des semaines que j'avais cette douleur et j'arrivais pas à la faire partir, et c'est une douleur qui vient quand je commence à être angoissée, stressée et mal dans ma peau en fait. C'est une douleur qui arrive
qui survient toujours au même endroit et je sais rien y faire, voilà, je dois attendre qu'elle passe en fait. Et là ça passait pas, ça faisait des semaines et en fait là je me rends compte que j'ai plus mal du tout. La douleur a disparu après cette semaine comme ça de repos forcé, la douleur a disparu. Donc vraiment, moi je vis actuellement dans un environnement extrêmement peu stressant et malgré l'angoisse ambiante, l'anxiété un petit peu ambiante, personnellement je me sens assez bien. Donc du coup voilà, moi je vis plutôt bien. Après à voir si le confinement dure 2 mois, si ça dure jusqu'au 5 mai comme on a l'air de le dire en Belgique, je sais pas trop comment ça se passera d'ici là, voilà, parce que là ça fait qu'une semaine. Mais en tout cas pour le moment moi je reprends le temps de vivre en fait. Et ben ça fait juste trop du bien quoi, prendre le temps de profiter de mes enfants. Et franchement moi je vis super bien. Du coup bah, vous l'avez vu dans une de mes dernières vidéos, je me suis concentrée sur mon nouveau projet. Voilà, j'ai potassé un petit peu les idées que je pouvais avoir. Et donc je me suis arrêtée sur une idée. Donc j'ai complété dans ce cahier là, je vous l'ai déjà montré. Alors vous êtes plusieurs à m'avoir demandé où se le procurer parce que vous êtes visiblement assez intéressés par ce cahier. Mais en fait je ne le trouve nulle part sur internet. Et je pense que c'était un article qui était mis uniquement en vente sur le salon à Dunkerque, le salon de la romance à Dunkerque. Alors sans doute que MXM Bookmark va le mettre en vente sur les autres salons qu'ils vont faire. Mais étant donné que là tout est à l'arrêt à cause du confinement, ben vous pouvez pas vous le procurer. Après je pense que si vous allez à des salons où la maison d'édition est présente, je suppose qu'ils vont quand même en mettre en vente puisqu'il était vendu au prix de 10 €. Il y a le prix en fait ici derrière. Donc j'imagine que ce n'est pas uniquement un goodies qui donnait à tous les écrivains. J'imagine qu'on pouvait l'acheter, sinon je vois pas l'intérêt de mettre un prix parce que moi je l'ai pas payé. Voilà, donc je suis désolée si vous avez envie de vous le procurer, c'est vrai qu'il est très joli et qu'il donne envie j'avoue, mais on peut pas l'acheter sur internet. Voilà, en tout cas j'ai pas trouvé d'endroit où on pouvait l'acheter. Mais voilà, je vous rappelle quand même que il y a un autre lien pour un autre carnet d'écrivain, enfin d'écriture, en barre d'infos sous chacune de mes vidéos. C'est un carnet que je conseille quand même, il est très très bien fait, il est très chouette. C'est vraiment le même principe que celui-ci. La différence vraiment flagrante entre les deux, c'est la beauté du truc. Voilà, c'est vrai que celui-ci il est hyper joli, on va pas se le cacher. C'est vrai que c'est quand même hyper joli. Vous avez en plus plein de petites des petites phrases comme ça mises un peu partout. Il est quand même il est joli, enfin, on va pas se le cacher, il est quand même très joli. Alors dans la dernière vidéo je vous avais laissé sur en fait un truc super important. Donc vous avez ici dans le passage sur la base en fait d'un roman, il y avait ici en fait les 5 scènes. Donc je vous montre pas trop parce que j'ai pas envie de vous montrer voilà l'histoire, hein, comment ça va se dérouler. Je vous ai juste donné dans la précédente vidéo le fil conducteur, enfin voilà, je vous ai dit de quoi ça allait parler. Et donc il y a 5 scènes ici à noter. Je n'avais que la première scène et en fait j'ai essayé vraiment de potasser le truc. Alors d'habitude c'est pas quelque chose que je fais. Moi quand j'écris des romans je suis ce qu'on appelle un jardinier. C'est-à-dire que je ne planifie rien du tout. J'ai mon début, je commence à écrire et puis c'est en freestyle total. En général je n'ai même pas non plus la fin. C'est vraiment voilà, moi j'écris comme ça en fait, sans rien planifier. Là le problème quand je fais ça, en fait c'est à force de le faire, on se rend compte des soucis que ça peut créer, certaines choses qu'on fait. Et là je me suis rendu compte que j'avais parfois du mal à créer une intrigue qui se tient et qui est vraiment suffisamment importante pour tenir le lecteur en haleine jusqu'au bout. Le souci aussi c'est que comme je n'ai pas souvent la fin, voilà, je sais pas comment va se terminer le roman, je sais pas en fait où je vais. Donc parfois je me retrouve bloquée pendant plusieurs jours parce que je sais pas où aller en fait. Et en fait c'est pompant, voilà. Je trouve que c'est pas optimal. Je pense qu'il faut quand même avoir un minimum de structure.
Il y a des gens qui font des plans vraiment hyper détaillés où ils ont tous leurs chapitres détaillés et tout. Bah c'est ok hein, voilà. Moi ça c'est vrai que là ça je ferai pas parce que ça c'est trop ça va pas du tout dans ma personnalité, mais un minimum de structure c'est pas mal. Ici c'est 5 scènes capitales. Je trouve que ça ça va, voilà, tu planifies 5 scènes dans ton roman, ça te laisse quand même tout le loisir de partir dans tous les sens si tu as envie. Il faut quand même que tu gardes la structure de tes 5 scènes. Donc ce que j'ai fait c'est que je me suis basée sur la structure en 3 actes. Du coup, l'acte 1 c'est vraiment le début de votre histoire. Vous plantez le décor, vous présentez les personnages, vraiment vous introduisez en fait votre univers, votre histoire tout simplement. Dans cet acte 1 il faut ce qu'on appelle, enfin il y en a certains qui appellent ça un pivot. Donc un pivot c'est un élément déclencheur à la fin de votre chapitre, donc à la fin de votre acte 1. C'est vraiment ce qui fait que votre histoire démarre en fait, cette espèce de pivot. Ensuite vous enchaînez avec l'acte 2. L'acte 2, moi je le divise en 3 parties. La partie 1, c'est la partie où en fait tout baigne pour le héros, l'héroïne. C'est-à-dire que après cet élément déclencheur à la fin de l'acte 1, on passe par une période de calme, de positive attitude, enfin voilà, les choses ne vont pas trop mal. Voilà, c'est un peu ça que ça veut dire. On passe progressivement à la partie 2 et là c'est le début des ennuis, donc c'est là qu'on insère des choses qui commencent à foirer, voilà, des trucs, le fait que tout baigne, bah là du coup ça baigne de moins en moins, voilà, il y a des trucs qui commencent à arriver, des épreuves, des problèmes dans la vie du héros. Et finalement la partie 3, là c'est le gros problème, c'est le point de non-retour, c'est le truc qui fait que on peut plus revenir en arrière et que votre héros va devoir affronter ce truc là, donc peu importe ce que c'est hein. Ça c'est vraiment la 3e partie de votre acte 2, c'est actuellement la partie qui me manque, donc j'ai réussi à avoir toutes mes parties mais pas ce gros truc. Je ne l'ai pas encore trouvé. Et puis finalement vous avez la partie 3. La partie 3 c'est la résolution du problème. Et donc c'est aussi le climax. Donc le fait que le héros, c'est à ce moment là qu'il va se retrouver face à son ennemi, où il va y avoir la résolution donc, de tous les problèmes, de tous les conflits, où toutes les questions vont trouver des réponses. Et puis donc c'est la fin de l'histoire où on voit ce que le héros va devenir suite à tout ce qu'il aura vécu dans votre histoire. Donc voilà, actuellement j'ai toutes les parties sauf la partie 3 de l'acte 2, donc qui est vraiment le gros conflit, le point de non-retour. Je ne l'ai pas encore trouvé et voilà, j'ai quand même bien réfléchi à mon truc. J'ai même, pour vous dire, vous avez un moment dans le cahier ici, j'essaie de vous retrouver ça. Liste des scènes et des événements que j'ai envisagés. Donc vous avez en fait ici, vous pouvez noter toutes vos scènes. Donc là c'est vraiment si vous voulez faire un plan détaillé. Alors je suis pas du tout adepte du plan détaillé, mais j'ai quand même commencé à faire les 4 premières scènes. Donc ça c'est ce qui va, ça correspond à mon acte 1 et à ma partie 1 de mon acte 2. Et encore pas complètement la partie 1. Pour le moment dans mon acte 1 j'ai 2 scènes et dans mon acte 2 première partie pour le moment j'ai 2 scènes aussi, mais il y en aura beaucoup plus. Il n'y a pas de nombre de scènes prédéfini hein, c'est vraiment comme vous voulez, ça dépend ce que vous devez raconter en fait. Une scène n'égale pas non plus forcément un chapitre, c'est juste des choses qui vont se passer, des choses importantes. Comment expliquer ça, scène 1 n'égale pas chapitre 1. C'est pas du tout ça. Là par exemple j'ai 2 scènes dans mon acte 1, mais je vais peut-être avoir un seul chapitre qui va tout regrouper, enfin je crois pas. Je pense que, quoique, non à mon avis j'aurais plus qu'un chapitre pour l'acte 1, non peut-être 3 ou 4 chapitres, je sais pas en fait. Ça dépend aussi de la grandeur de vos chapitres hein. Forcément si vous faites des chapitres de 2 pages, étant donné que l'acte 1 ça doit quand même correspondre à 25% de la totalité de votre roman, il faudra faire plus que 2 pages pour votre acte 1, voilà. C'est vraiment l'acte 1 c'est 25%, c'est plus ou moins hein. Acte 1 25% du roman, acte 2
toute partie confondue 50% du roman, et acte 3 donc la fin c'est 25% du roman aussi. C'est grosso modo, mais il faut quand même garder une logique, genre votre acte 1 ne peut pas faire 5% et votre fin ne peut pas faire 50%, ça c'est pas possible hein. C'est pas possible, mais grosso modo c'est comme ça qu'on structure un roman. Et voilà, ça peut être pas mal. Je vous avoue, moi c'est la première fois que j'y pense comme ça en amont à ce point là. Je n'ai jamais fait ça voilà, de cette façon là. Là je tente, je verrai si ça me permet d'écrire plus vite. Parce que dans mon roman Dans l'ombre de Narcisse, je n'avais rien planifié du tout. Rien du tout. Vraiment, j'avais juste le thème et... d'ailleurs la fin de mon roman c'était pas du tout la fin que j'avais envisagée en fait, ça a complètement changé en cours de route et je me suis retrouvée quand même bloquée à plusieurs niveaux, surtout dans la partie 3 de l'acte 2, cette espèce de point de non-retour, je ne le trouvais pas, j'ai vraiment galéré à le trouver et il m'a fallu quand même 1 an pour l'écrire et le corriger et je trouve que c'est beaucoup trop, surtout que le roman n'est pas non plus extrêmement long, il y a 88 000 mots, c'est pas non plus une brique quoi, j'ai écrit des romans beaucoup plus longs que ça. Et celui-là, voilà, et j'ai envie que là ça aille plus vite. En fait si je fais ça, c'est vraiment pour essayer de gagner du temps lors de l'écriture. Si j'ai déjà mon fil conducteur, si je sais où je dois aller, en tout cas pour les gros trucs, et j'espère que ça me prendra moins de temps. C'est vraiment le but, c'est que j'arrive à écrire plus vite. Un autre truc aussi que j'ai constaté en fait, et je sais pas pourquoi je fais ça, c'est que dans tous mes romans il n'y a que 3 personnages, en fait. Et je ne sais pas pourquoi je fais ça, j'ai ça dans tous mes romans. Donc là dans le roman Dans l'ombre de Narcisse, il n'y a que 3 personnages, 2 hommes, une femme. Dans Wolves, il y a un peu plus de personnages qui gravitent autour quand même, mais il y a quand même 3 personnages principaux aussi. J'ai tendance à créer fort peu de personnages. Alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Franchement je sais pas, là je me dis il n'y a peut-être pas assez de personnages quoi. Il faudrait peut-être que j'en crée d'autres. Il y en aura peut-être un 4ème, parce que je pense que je vais créer une sœur à l'héroïne qui aura de l'importance. Mais le truc c'est qu'il faut pas créer un personnage pour créer un personnage, voilà, il faut qu'il ait son utilité, sinon ça sert à rien. Si votre personnage il apparaît 2 fois dans l'histoire pendant genre 4 lignes, voilà, c'est con quoi, ça n'a pas d'utilité. Donc il faut vraiment que le personnage ait une place centrale quand même. Là en personnages principaux j'en ai 3. Je vous dis je vais peut-être rajouter une sœur à l'héroïne, donc ça ferait 4 personnages principaux. Et puis en personnage secondaire il va quand même falloir que j'en trouve quelques-uns. Mais voilà, là je sais pas encore. Là j'ai vraiment essayé de creuser sur mes 3 personnages principaux. Je pense que c'est l'essentiel. Après peut-être que ces personnages secondaires viendront au fur et à mesure de l'écriture hein. Ça je verrai bien. J'ai aussi créé un premier résumé. Voilà, j'ai écrit un premier résumé vite fait, que je n'ai pas terminé d'ailleurs. J'ai fait simplement le début. Voilà, où ce que j'ai complété en plus par rapport à la dernière vidéo. Je pense que je n'ai rien complété d'autre que ça. Je vais devoir faire des recherches sur Malte aussi, mais j'ai pas encore commencé. Voilà. J'étais motivée hier, j'ai mis le titre. J'ai mis Malte, voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Il faut que je commence à faire des recherches par rapport à ça, mais on va dire que c'est pas ce qui est le plus important actuellement, puisque l'histoire ne commence pas à Malte. L'histoire commence en France et tout l'acte 1 se passe en France, donc voilà, j'ai quand même un petit peu de temps avant de faire mes recherches sur Malte, donc je vais peut-être pas les faire tout de suite. Je vais peut-être voilà, déjà commencer à écrire assez rapidement. Mais voilà, je voulais vous tenir au courant, comme ça vous pouvez, enfin, si ça vous intéresse de savoir comment je m'y prends pour démarrer un roman, comment je m'y prends pour planifier, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient bien écrire des histoires et qui ne savent pas comment démarrer, elles n'arrivent pas à trouver le truc en fait pour démarrer, elles savent pas comment elles doivent faire. Donc ben, j'espère que du coup ça pourra vous aider, ces petites vidéos de comment moi je débute. Chacun a sa façon de faire, hein. Franchement chacun a sa façon de faire. La mienne n'est pas une façon que vous devez suivre absolument, c'est juste une indication pour que vous voyez comment chez moi ça se passe. Et encore là c'est la première fois que je planifie autant un roman, hein, parce que d'habitude je fais pas ça. Donc voilà. Si vous avez des questions éventuelles sur la planification d'un roman ou ce que j'ai dit, n'hésitez pas à laisser tout ça en commentaire. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de la liker et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!